Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Dans les clés du mystère, tous les jours, avec Yves Lignon, nous rentrons l'espace d'une heure dans l'univers mystérieux du paranormal. Ces histoires sont fascinantes parce qu'elles ne répondent pas à nos lois naturelles et on parle donc de paranormal, validé comme tel ou d'escroquerie provenant à ce moment-là d'un malhonnête. Quoi qu'il en soit, c'est le scientifique qui nous permet d'y voir plus clair. Aujourd'hui, médiumnité et peinture. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Je parlais de lois naturelles, Yves Lignon, c'est-à-dire de celles qui correspondent à notre raisonnement intellectuel. Et là, on sort de toute rationalité, hein, c'est bien ça. Bien sûr, c'est ça le paranormal. Ouais. Enfin, on sort de toute rationalité. Pas vraiment, parce qu'on constate rationnellement l'existence du phénomène. C'est ça. Mais on sort de la rationalité au moment d'essayer de trouver une explication. C'est vrai. Et la science ne comprend pas. Alors, c'est rationnel au point de se dire c'est irrationnel en fait. Voilà, si vous voulez. Bon, avant de revenir sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la médiumnité et donc la peinture, je crois que vous vouliez nous conseiller un livre. Oui, il y a pas mal d'auditeurs qui m'ont écrit en disant on voudrait lire un livre sur le suaire de Turin, mais un dont seul. On a parlé la semaine dernière, il y a 15 jours. Alors, il y en a un qui vient de paraître, qui est excellent. Je dirais... C'est le ton de l'émission. Ah oui. Ça se veut à la fois très documenté, très sérieux, et ça se lit agréablement. Enfin, ça se lit pas comme un roman policier quand même. Donc, l'auteur se nomme Ian Wilson, le titre L'énigme du suaire, et l'éditeur Albin Michel. Et on découvrira des choses que moi je n'ai pas eu le temps d'évoquer à l'antenne. Par exemple, qu'à une époque, ce sont les Templiers qui gardaient le suaire. Vous voyez, déjà, ça en dit long. En une heure, nous n'avions pas pu tout abordé. Évidemment. Et là, vous avez un livre remarquable. Donc, chez Albin Michel, le titre Ian Wilson, L'énigme du suaire. Très bien. Maintenant, évidemment, rentrons dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. La médiumnité est associée à la peinture. Pourquoi donc, alors ? Eh bien, parce que c'est un cas absolument unique, mais il faut d'abord dire qu'est-ce que c'est qu'un médium. Médium, c'est ce terme que l'on emploie sans arrêt dès qu'on parle de parapsychologie. Médium, le terme dont les charlatans se gargarisent. Vous prenez les petites annonces, ils sont tous médiums. Et ce sont tous des bandits. Alors, qu'est-ce que c'est véritablement qu'un médium ? Eh bien, un médium, c'est un mot qui a deux sens. Pour le spiritisme, pour la religion spirite, le médium, c'est la personne qui sert d'intermédiaire avec les esprits. C'est la personne grâce à qui les esprits se manifestent et donc provoquent des phénomènes. C'est le moyen de transport des esprits. Oui, quoi. donc vous voyez, par rapport à l'émission d'hier, les spirites vous diraient, pour être sûr que la table tourne, il faut un bon médium pour que les esprits viennent faire tourner la table. Oui. Bon. Et pour les parapsychologues, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un médium, c'est tout simplement un maillot jaune des phénomènes parapsychologiques. Un médium, c'est un grand voyant. Chacun d'entre nous a quelquefois un rêve prémonitoire. C'est une petite voyance. D'accord. C'est un coureur cycliste qui termine Amateur. 130e au Tour de France. C'est ça. Le médium, c'est le maillot jaune. C'est celui qui a une sensibilité supérieure à tout le monde. En matière de parapsychologie, c'est c'est l'équivalent de Mozart pour la musique classique ou de Louis Armstrong pour le jazz, voyez. Un médium, c'est quelqu'un qui a des visions. Ah, ça peut être un voyant. Moi, je dis que Yolande de Châtelet est un médium parce que c'est une grande voyante. Ça peut être un guérisseur. Louis, mon ami dont nous avions parlé l'autre jour, pour moi, était un médium parce que c'était un grand guérisseur. D'accord. Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un médium qui était un grand peintre. Oui. Alors vous allez me dire, tous ceux qui sont passés par les Beaux-Arts sont des médiums. Mais non, justement. Parce que celui-là, Augustin Le Sage, qui était un homme lui aussi extraordinaire, eh bien, il n'était pas passé par les Beaux-Arts. Alors, qui était le sage et quelle est son histoire ? Eh bien, c'est dans un instant, évidemment, dans les clés du mystère avec Yves Lignon. Alors Yves Lignon nous a interpellé tout à l'heure avec la médiumnité et justement cette association médiumnité et peinture. Et alors avec un homme qui s'appelle Le Sage, quel est son prénom ? Augustin Le Sage. Augustin Le Sage, c'était un mineur dans le nord de la France, à l'époque où travailler à la mine, ça n'était pas un boulot de tout repos.
Et donc, Augustin Le Sage était mineur, comme on était presque mineur de père en fils. Il avait fait très peu d'études, bien sûr, il savait lire et écrire, parce que il est né en 1876. Donc, il a été enfant à l'époque où l'instruction est devenue obligatoire. Mais ce n'était pas plus. Il n'était jamais sorti de son village, sauf pour aller faire le service militaire. Et le service militaire, il l'avait fait à Lille. Vous voyez qu'il n'était pas allé très loin. Et en fait d'art, il ne connaissait, il le racontera lui-même, que le musée des Beaux-Arts de Lille. Alors, vous voyez les scènes de bataille, les tableaux pompiers comme on en faisait à l'époque. Et pourquoi connaissait-il le musée des Beaux-Arts de Lille? Parce que pendant son service militaire, il y allait le dimanche, c'était gratuit pour les soldats. Mais c'était la seule distraction gratuite. Alors, comme ouvrier mineur, il fallait pas qu'il compte sur ses parents pour lui envoyer de l'argent. Donc, voilà tout ce qu'il connaissait en matière de ce qu'on nomme la grande peinture. Eh bien, il fait son service militaire à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire vers 1896. Puis il retourne à la mine, et tous les jours, vous savez, ces scènes qu'on voit comme dans Germinal, cette espèce d'ascenseur, on descend, on descend, on descend, et puis c'est littéralement le boyau, le casque en cuir bouilli sur la tête, la pioche à la main, et on s'enfonce dans un boyau. Et là, on est seul, on est terriblement seul. Il n'y a peut-être pas plus grande solitude que celle du mineur dans son boyau en train de creuser. C'est le silence complet. Juste les coups de pioche. Un peu plus loin, les coups de pioche des amis. Et là, un jour, glissé dans son boyau, Augustin Le Sage entend une voix qui lui dit « Tu deviendras peintre. Tu seras peintre. » Alors là, il se demande qu'est-ce qui lui arrive. C'était quelqu'un de très intelligent. Quand on a interrogé par le fils son instituteur, a dit « Oh, c'est un très bon élève. S'il n'était pas allé à la mine, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ?» Et donc, il s'interroge. Il dit « Qu'est-ce que c'est ? Là, je suis dans la mine. J'entends une voix qui me dit « Tu seras peintre. » Il redonne un coup. Et la voix, de nouveau, « Tu seras peintre. » Et à plusieurs reprises les jours suivants. Et quand il sort de la mine, à la fin de la journée, épuisé par son travail, il a ça avec lui. Il remonte de la mine l'existence de cette voix qui insiste et qui lui dit « Tu seras peintre. » Et surtout, il se dit « Je n'en parle pas autour de moi parce que je vais passer pour un fou. » Alors évidemment, il a dû se poser des questions en ressortant tout noir de son tuyau, effectivement, et la suite, c'est dans un instant, avec Yves Lignon. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Aujourd'hui, une histoire encore incroyable, celle d'Augustin Le Sage, le médium peintre. Alors, il est mineur, il a 35 ans, il est marié, il a 2 enfants, et évidemment, il va travailler à la mine, et à plusieurs reprises, il entend donc cette voix qui lui dit « Tu seras peintre ». Rassurez-nous, Yves Lignon, c'est pas un schizophrène, hein. Mais non, ce n'est pas un schizophrène. C'est quelqu'un qui est réputé comme étant très équilibré, qui a eu une vie de famille normale, simple, avec la maman, il a 2 enfants. Il est mineur, parce que finalement, son univers, depuis son père, son grand-père, c'est l'univers du mineur. Il est mineur parce qu'il ne pouvait pas être autre chose que mineur. Et c'était cela pour tous les hommes de son village. Mais c'était un homme intelligent. Et bien sûr. Et donc, quand il est dans son boyau, qu'il entend cette voix, vous imaginez le choc que ça représente. J'ai insisté tout à l'heure sur la solitude, mais il donne un coup de pioche et la voix se répète. Et redit la même chose, tu seras peintre. En plus, comme il est intelligent, ce n'est pas une voix qu'il pourrait prendre pour une hallucination. Si la voix disait « Que tu es bête, Augustin !» il dirait « Oui, je rêve parce que j'ai donné un mauvais coup de pioche, etc. » Ou si la voix disait « Cesse de rêver !» il dirait « Oui, effectivement, je viens de me laisser aller. Allez, il faut taper, il faut que le charbon tombe. » Non, la voix lui dit « Tu seras peintre. » Elle lui aurait dit « Tu seras président de la République. » Il aurait été tout aussi surpris. Et cette voix insiste, chaque fois qu'il est dans le boyau, tu seras peintre, Augustin. Tu seras peintre, Augustin. Et il se met à vivre avec ça, à être très, très mal à l'aise, parce qu'il se dit, si j'en parle, je vais passer pour un fou. Bien sûr. Surtout si je répète. Et puis alors,
il réfléchit, évidemment, ça rumine, ça introspecte. Il commence à avoir l'impression que la voix est féminine. Il commence à se dire que cette voix pourrait bien être celle de sa sœur qui est morte très jeune. Mais en même temps, il se dit, mon pauvre vieux, tu deviens fou. Cette histoire tourne dans ta tête. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu trouves une solution parce que tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et cela dure quelques mois. Et il se laisse aller. Les mineurs, en sortant de la mine, se rendent à l'estaminet. Non pas qu'ils soient alcooliques, mais parce que justement, ils ont besoin de se souffler. Vous savez, ces petits cafés en briques rouges, si chaleureux, qu'on trouve encore dans la région du Nord. Et là, à l'estaminet, on boit un demi ensemble avant de rentrer à la maison. Et malgré tout, Augustin laisse échapper des bribes. Ce qui lui arrive, ça devient trop pesant pour lui. Cette voix qui le retrouve et qui lui dit « tu seras peintre ». Cette voix qui le rend fou. Il ne veut pas en parler parce qu'il a peur de passer pour un fou, mais de rester seul avec son obsession, ça le déséquilibre profondément. Et donc, il en parle autour de lui. Et un jour, un de ses camarades lui dit « mais tu sais que les esprits des morts existent, qu'ils peuvent se manifester, et le camarade dit « on appelle cela le spiritisme ». Vous voyez, c'est quelque chose de très primaire, de très primitif dans l'esprit de ces braves gens. Mais c'est incidemment, parce que le spiritisme était dans l'air du temps. Oui. Mais il y avait un camarade qui avait lu peut-être dans un journal qu'un intellectuel célèbre de Paris, il y avait entre autres à l'époque un auteur de théâtre, Victorien Sardou, qui était très connu et qui était spirit, avait dû donner une interview en disant « oui, je crois aux esprits ». Et ce camarade dit à Augustin « tu sais qu'il y a une histoire d'esprit qui existe et qu'on appelle ça le spiritisme ». Il va se lancer dans le mouvement spirit un petit peu ? Il va se lancer dans le mouvement spirit, mais pour lui, c'est une illumination. Ouais. Il se dit, et si jamais c'était un esprit, cette voix que j'entends, si jamais c'était l'esprit de ma sœur. Et évidemment, il va mener l'enquête et on va en savoir plus dans un instant. Nous sommes en 1911. Augustin Lesage est un mineur dans le nord de la France. Il décide de mener l'enquête suite à des voix qu'il a entendues à plusieurs reprises, des voix qui lui auraient dit « tu seras peintre ». Il en parle finalement à un de ses collègues mineurs qui lui conseille, on est en plein mouvement spirit, voilà. C'est l'époque, vraiment en 1911, qui lui dit, voilà, tu sais qu'il y a des esprits qui peuvent effectivement communiquer. Voilà, les esprits des morts peuvent communiquer. Et d'apprendre ça, c'est une découverte pour Augustin Lesage, qui en quelque sorte se convertit au spiritisme. Mais convertir au spiritisme, c'est pas la bonne expression. Pour lui, penser que cette voix, c'est celle d'un esprit, c'est la solution à son problème. Esprit qui pourrait être sa sœur. Qui pourrait être sa sœur. Que c'était la voix de sa sœur. À partir de ce moment-là, tout devient cohérent. Il n'est plus un malade mental. Ce qui lui arrive a un sens. Réponse, Et donc, il se renseigne, mais qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Et alors, on se met à lui parler de table tournante. Alors, il trouve un autre camarade, mais qui est-ce qui fait la table tournante, là, dans le village? Vous connaissez quelqu'un? Oui, il y a un tel. Il y a un petit groupe, comme ces groupes dont nous parlions hier, qui se constitue et qui fait des séances régulières de table tournante. Et une fois, on est là probablement à la fin de l'année 1911. Vous voyez, il y a 9 mois, 10 mois qui se sont passés. La séance de table tournante est particulièrement spectaculaire. On a un beau mouvement. La table tape. Et puis brusquement, elle insiste devant Augustin Lesage, toujours en oscillant. C'est un guéridon. Puisque nous sommes chez les spirites, les règles sont scrupuleusement respectées. Et à ce moment-là, le plateau du guéridon frappe très fortement sur le genou d'Augustin Lesage. Alors, les camarades lui disent... Le plateau, c'est-à-dire que le guéridon s'est carrément penché. Oui, au cours de l'oscillation, mais ça c'est le mouvement normal. Ça penchait, ça tapait, et paf, 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 le plateau a frappé Augustin Lesage. Alors évidemment, tout le groupe d'amis lui a dit... Augustin, c'est toi, les esprits te désignent. Les esprits te désignent. Ils veulent parler avec toi. Tout ceci n'a un sens que si on croit au spiritisme, mais ça avait un sens pour ces gens-là. Et c'est très important. Les esprits te désignent.
la séance se termine comme ça. Et Augustin Lesage est pris d'une espèce de transe, et pour la première fois de sa vie, lui qui savait juste lire, écrire et piocher, il fait un dessin. Il demande un morceau de papier, plus ou moins froissé. On a bien des crayons de couleur qui traînent là, des trucs du gamin qui est à l'école. Et il fait ses premiers dessins. C'est une envie viscérale, quoi. Oui, ça lui, il sort là, après ces chocs, là. Bon, la séance de table tournante s'est terminée. Et il faut que je décide. C'est la première fois de sa vie. À part peut-être quand il était à l'école, vous savez, les petits dessins de gamins. Mais il fait ses premiers dessins sur du papier. Et quels sont ces dessins? Eh bien, ces dessins, ils n'ont pas été conservés. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On a très peu d'œuvres de Lesage. Tout simplement, je peux le dire de suite, Emmanuel, il les donnait tellement il était bon. Il est devenu par la suite un peintre extrêmement célèbre. Et un jour, un milliardaire lui a dit « J'achète tout ». Il a répondu « Non, je vis de ma pension, de ma retraite de mineur. Je donne. Je ne vends pas, je donne ». Et voilà pourquoi beaucoup de tableaux de Lesage se sont perdus. Mais en cette fin d'année 1911, nous n'en sommes pas encore au tableau. Nous en sommes seulement à quelques dessins faits brusquement après une séance de table tournante. Alors entre les dessins et les tableaux, évidemment, il va s'en passer des choses, vous imaginez bien. On va en savoir plus dans un instant. Sud Radio, les clés du mystère. Et c'est à la suite d'une séance de spiritisme que, comme un besoin viscéral, Augustin Lesage a pris les crayons pour faire ses premiers dessins. Alors entre les premiers dessins et les tableaux, les tableaux qu'on trouve à l'heure actuelle encore dans certains musées, ben, il y a eu tout un cheminement. Bien sûr. D'abord, il y a eu d'autres séances de table tournante. Et là, l'esprit, je dis l'esprit parce que je me mets à la place de Lesage. On est en 1911, il était persuadé que l'esprit s'adressait à lui. L'esprit va lui donner des conseils techniques. Parce que, évidemment, lorsqu'après la première séance de table tournante, lorsque la table a frappé Lesage et que notre mineur a fait ses dessins, tout s'est de plus en plus structuré. La voix disait « tu seras peintre », l'esprit qui était dans la table désignait Augustin Lesage, et de suite après, au cours d'une espèce de transe, il faisait des dessins. Donc tout s'organisait. Oui, il allait devenir peintre, l'esprit le désignait. Mais il n'y avait qu'un problème. C'est qu'il ne savait pas. C'est qu'il ne savait pas. Il savait pas comment on peint, il n'avait jamais fait d'études. Alors, l'esprit a donné des conseils. Mais des conseils très simples. En peinture, vous savez, il y a des couleurs. Il y en a beaucoup, des couleurs. Quand on a vu une boîte d'artistes professionnels, il y a des dizaines et des dizaines de tubes, avec des noms absolument bizarres. Eh bien, la table a commencé par dire, tu achèteras tel tube, tu achèteras tel tube. Des mots qu'il n'avait jamais rencontrés au préalable, bien sûr. Des noms, tu achèteras couleur magenta, indigo, tu achèteras terre de Sienne. Et il y a des pinceaux qui portent des numéros. Tu achèteras un pinceau numéro tant. La table lui donnait des conseils. Et il faut imaginer ce qu'a vécu Lesage à ce moment-là. Il l'a raconté lui-même, il a eu des surprises. Est-ce qu'il fallait des toiles aussi? Donc la table disait, tu commanderas une toile de telle dimension. Et lui, il n'avait pas trop l'idée de ce que ça pouvait faire, une toile de telle dimension. Et à l'époque, très souvent, les colis étaient livrés dans les gares. Et donc, il y a une anecdote qu'il raconte comment un jour, il est allé récupérer une toile et que quand il est arrivé à la gare, il se demandait comment il ferait pour ramener la toile chez lui. Elle était tellement grosse. Tellement grosse. Et ainsi de suite. Et donc, il s'est mis à peindre. Évidemment, on en a parlé. Parce que, il faut bien dire que dans la région du Nord, en France, le spiritisme a toujours été très répandu. Il y avait de nombreux groupes qui faisaient des tables tournantes, mais un groupe comme le groupe Lesage, si j'ose dire, il n'y en avait qu'un, avec un esprit donnant des conseils de peinture, donnant des leçons de peinture, jouant le prof d'école des beaux-arts, il n'y en avait qu'un. Et donc évidemment, ça s'est répandu, vous savez. Il y a un camarade là, le mineur Lesage, mais il est peintre, la table lui dit d'acheter telle couleur, il se met, il fait le tableau, et ainsi de suite. Et donc c'est arrivé aux oreilles d'un mécène, qui s'appelait Jean Meyer, et qui lui a dit, écoutez, je vais m'occuper de vous, je vais être votre agent, vous n'allez pas continuer à retourner comme ça dans la mine, vous allez être, si on ose dire, peintre à
plein temps. C'est-à-dire que vous allez en faire votre métier. Vous allez en faire gagner votre vie avec. Vous allez gagner votre vie avec. Moi, je suis mécène, je vous entretiendrai. Mais d'abord, ce mécène, ce Jean Meyer, s'intéressait aussi à la médiumnité. Et donc, on va vous observer un peu. Je vais vous faire rencontrer des scientifiques. Et donc, le sage est venu à Paris, a rencontré des scientifiques. Et c'est comme cela qu'on a eu une idée de la manière dont il travaillait. Parce que, évidemment, il ne peignait pas comme un peintre ordinaire. Hein. Pour ça, il aurait fallu, encore une fois, qu'il fasse des études. Il ne faisait pas un dessin qu'il améliorait avant de passer les couleurs, etc. Ces tableaux, ce sont des motifs immenses. Ça fait penser à des mosaïques avec des tas et des tas de petites illustrations. Oui. Mais il y a une parfaite symétrie. C'est-à-dire que quand il est venu à Paris pour être étudié, on lui a caché une partie de la toile pour voir s'il était capable de reproduire exactement le motif qui faisait miroir. Et ça marchait très bien. En plus, il y avait ce qu'on peut appeler une thématique égyptienne. Ouais. Dans tous ces petits animaux, ces petits personnages qu'il y a sur les toiles de Le Sage, eh bien, on voit des sphinx, on voit des pharaons, et ainsi de suite. Et donc, mais ce qui est le plus stupéfiant, c'est la manière dont il peignait. Quand le tableau est terminé, on a l'impression, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien organisé, quel sens de l'espace, et ainsi de suite. Et lui, pas du tout. C'était une espèce automatique, il faisait pas un dessin à l'avance. Il était en transe ou pas du tout? Il y a eu une espèce de transe, mais pas comme la première fois. Non, il était véritablement comme un artiste en train de créer. Mais c'est tout. On peut dire que c'était de l'écriture automatique aussi? Oui, voilà, ça peut faire penser à l'écriture automatique. Mais c'était de la peinture automatique. Mais encore une fois, ce qui est stupéfiant, c'est la forme, l'aspect du tableau. Ouais. Un tableau de Le Sage, il ne ressemble à aucun autre. Ouais. Une histoire fascinante, d'autant qu'il est attachant, cet Augustin Le Sage. Il est très très sympathique. Vraiment. On va y revenir dans un instant avec Yves Lignon. Yves Lignon, vous nous avez raconté une histoire vraiment, vraiment agréable et pour un homme qui vraiment... Il est décédé en 1954, il est né en 1876, il a vécu assez longtemps. Oui, il a vécu assez longtemps. Il a eu le temps donc de faire des dessins, des tableaux, de faire ces tableaux à la Le Sage, dans ce style unique qui n'est que le sien. Et parfaitement symétrique. Oui, on a calculé justement la symétrie, voir si c'était pile on a fait des mesures, c'est inimaginable à quel point ces tableaux sont bien organisés, ils sont harmonieux parce qu'ils sont bien structurés. On en voit facilement sur Internet. Oui. Et donc, beaucoup des tableaux de Le Sage se sont perdus. Oui. Parce que il est donné. Et donc, les gens avaient l'impression que ça valait rien, quoi. Non, mais on ne sait pas où il passait. Il sympathisait avec quelqu'un ou quelqu'un lui rendait un service. Il lui donnait un tableau. Ce tableau était conservé dans une famille. Ça passait aux enfants. Alors, on peut en voir quand même au musée d'art brut à Lausanne, à Lille, enfin près de Lille, dans sa région, au musée de Villeneuve-d'Ascq, et on pourrait en voir un à Toulouse. À quel endroit? Au musée des abattoirs, il y a un tableau de Le Sage. Encore faudrait-il qu'on l'expose assez souvent, et que quand, par exemple, un parapsychologue propose de faire une animation autour de ce tableau, pendant 10 ans, on lui réponde autrement qu'on vous écrira et on en reparlera. D'accord. Mais donc c'est dommage de passer à côté de ça. Oui, c'est dommage, mais on pourrait, parce que en plus c'est un tableau remarquable. Et c'est celui qui est à Toulouse, c'est un des chefs-d'œuvre de Le Sage. Mais on est obligé de se contenter des écrans et de l'Internet. Exactement. Est-ce que c'est le seul cas d'un médium comme ça, artiste? Eh bien non. Il y a d'autres cas. Ils sont peu nombreux. Il n'y a pas autant de médiums artistes que de médiums voyants ou que de médiums guérisseurs. Mais je vous raconterai un jour. Je ne peux pas ne pas faire une émission sur Rosemary Brown, qui était un médium musicien. Et donc, nous pourrons écouter des extraits de ses compositions. Rosemary Brown, qui était quelqu'un un peu comme Le Sage, qui n'avait pas fait d'études. Il n'avait pas la connaissance. C'était une Anglaise, elle vivait dans la région de Londres, mais qui était un médium musicien, qui composait, on ne peut même pas dire à la manière de Chopin ou de Liszt. Elle composait véritablement du Chopin et du Liszt. Elle a dérouté des experts musicaux dans le monde entier. Elle est très connue ? Au moins des parapsychologues, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Mais donc il y a des rééditions de ces disques, il y a des gens qui s'y intéressent parce qu'elle est décédée. Mais véritablement,
tous les experts sont tombés d'accord. Vous savez, quelquefois, il arrive qu'un pianiste, pour s'amuser, dise « Tiens, je vais vous jouer telle chanson à la mode, à la manière de Chopin. » Oui. Mais ce n'est pas ce que faisait Rosemary Brown. Elle a véritablement composé des œuvres de grands musiciens. Ouais. Sauf qu'elle n'était pas ces grands musiciens. Ouais. Peut-être, elle était spirituelle aussi. Ouais. Lui tenait-il la main quand elle composait? Peut-être bien. Alors, il y a un autre cas de peintre qui est celui d'un Brésilien qui se nomme Gasparetto et qui a la spécialité de faire très rapidement, à une très très grande vitesse. Alors des tableaux, lui, il vous fait de n'importe qui. Vous lui demandez un Picasso, il vous sort un Picasso. Ça fait baisser les cours. Ouais. Alors Gasparetto, c'est un cas évidemment assez spectaculaire. Mais c'est un personnage que, sans vouloir le mépriser ou être méchant, je ne mettrai pas exactement dans le même sac que le sage. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire pas tout à fait médium il est possible qu'il ait un don de médiumnité. Il est certain qu'il sait gérer son don de médiumnité. D'accord, il en vit bien, quoi. Il vit actuellement. Il vit actuellement, ou il est peut-être décédé récemment. Mais de toute manière, quand on le voit comme ça peindre un tableau, à une grande allure, c'est surprenant aussi. C'est de la contrefaçon même ce qu'il fait. Il concurrence les Chinois. Oui. Non, mais allez, on va parler franchement. Oui. Moi, j'ai écrit un livre sur les médiums. Dans ce livre sur les médiums, il y a un chapitre sur le sage, il y a un chapitre sur Rosemary Brown. Ouais. Mais même si l'éditeur m'avait mis un revolver sur la tempe en me disant « Je veux un chapitre sur Gasparetto », j'aurais répondu « Vous pouvez tirer. » Je préfère la mort. Oui. Très bien. Un médium sculpteur, on en a vu? Un médium sculpteur... Pas exactement, mais dans notre prochaine réunion, nous parlerons de quelqu'un qui est devenu sculpteur. À la suite de ce qu'on appelle une NDE. Oh, c'est très intéressant. Et des NDE justement, c'est-à-dire la mort imminente, enfin les phénomènes de mort imminente, on en parlera évidemment dans quelques jours d'ailleurs. Et nous parlerons aussi de sculpture. On vous retrouve demain à partir de 13h30 et jusqu'à 14h30. On vous rappelle que l'émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.